On va parler donc de ces examens, les résultats du baccalauréat unique session 2023. Sont-ils disponibles comme le font croire? En tout cas, plusieurs publications sur les réseaux sociaux. C'est archi faux, dément le porte-parole du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Quel est le niveau donc d'avancement des collections? À quand les résultats de cet examen tant attendu par les futurs candidats de nos universités, mais aussi instituts d'enseignement supérieur? Pour répondre à ces questions, nous avons Ansa Diawara. Il est le porte-parole du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Il est déjà en ligne. On refait le monde, l'invité. Monsieur Diawara, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous vos collègues chroniqueurs et bonsoir à vos millions de téléspectateurs et auditeurs. Bienvenue dans cette émission. Première question, oui. Baïla Amadou Traoré. Oui, monsieur Ansa Diawara, s'il vous plaît, est-ce que c'est comme il n'y a pas eu certainement de fuite de sujets, est-ce qu'on parle aujourd'hui de fuite de résultats? Expliquez-nous qu'est-ce qui se passe. Bon, monsieur Baïla Traoré, vous savez, chaque citoyen a son rôle dans la société. Les colporteurs de fausses rumeurs ne sont pas leur première fois. Chaque année, c'est comme ça. Et ils mettent des informations qu'ils veulent sur la toile. Sinon, en tout cas, mais généralement aussi, ils tombent sur une population qui aussi aime les rumeurs, qui vit aussi avec des rumeurs. C'est pourquoi dès qu'il y a des fausses rumeurs, tout le monde est préoccupé, mais sinon, il y a la source, il y a le département. Dès que nous voulons faire quelque chose, il y a des informations sur notre page et nous faisons des communiqués officiels. Alors, si vous ne communiquez pas sur la date prévue pour la proclamation des résultats, les gens ont soif de comprendre, de connaître à quand, surtout les candidats et leurs parents. Vous ne communiquez pas, il y a lieu donc peut-être de créer de l'information, de la communication. Et d'ailleurs, ce qui va créer une confusion, comme vous le dites, M. Diawara. Monsieur Ndoye, chaque fois que les statistiques sont prêtes, on les publie automatiquement et dès que nous publions les statistiques, ce sont des signes précurseurs et dès le lendemain, vous avez les résultats. C'est comme ça on a l'habitude de faire. D'accord. Mais si vous n'avez pas eu de statistiques de la part du département, vous vous fiez aux faux résultats, là nous ne sommes pas responsables et on ne peut pas résoudre ça. Donc vous voulez dire que les pourcentages qui circulent sur les réseaux sociaux sont archi faux? Ce sont des colporteurs, c'est faux, c'est archi faux. Et nous sommes actuellement en train de travailler ardemment, évidemment, comme les autres examens, le CE, le BEPC. C'est le même processus, ce sont les mêmes opérations. Et à l'heure qu'il fait, nous sommes sur les deux dernières opérations, disons la centralisation et la saisie des notes. Une fois que cela finit, c'est automatique. Nous ne jouons pas contre le monde, nous ne courons pas derrière une montre. Dès que c'est fini, nous publions automatiquement les résultats. Donc pour l'heure, il faudrait que les candidats, les parents, les candidats moraux attendent. Nous sommes en train de travailler sûrement pour que ne passent que les méritants. Donc on ne va pas bâcler, et c'est pour qu'on demande patience à tous. Et comme on l'a fait avec les autres examens, ça ne prendra pas de temps. Et ça ne prendra pas de temps. Oui, Thierno Amadou. C'est pas la première fois que la Guinée organise des examens. L'administration, je ne parle pas de nouveaux qui sont là, l'administration guinéenne a organisé les examens chaque fin d'année. Est-ce qu'on est arrivé à date, à un niveau où on peut dire aux Guinéens, voilà la date à laquelle les examens vont se dérouler, voilà la date à laquelle tel résultat va être disponible? Voilà, vous savez, c'est possible, on peut le faire. Mais dès qu'on se le fixe, vous savez, ça a des conséquences parce que les gens vont travailler et ils vont bâcler au lieu de travailler. Moi, je crois que ce qui est mieux, c'est d'attendre parce qu'après les résultats, les opérations se poursuivent normalement. Chacun travaille convenablement et le contrôle, on fait et on refait. Et dès qu'on fixe une date, on court derrière la montre, vous savez, on ne peut plus refaire. Et nous souhaitons qu'aucun candidat ne soit brimé et après avoir bien travaillé. Mais justement, qu'est-ce que vous avez mis en place? Parce que ça doit être quand même un travail planifié, monsieur. Vous allez aussi comprendre l'anxiété des enfants, des candidats qui attendent ça pour aller en vacances. Et leurs parents aussi. Si vous devez leur dire non, attendez. Est-ce que le ministère n'est pas arrivé à un niveau d'organisation qui lui permet de fixer des dates et d'aller respecter cet engagement? À quand la sortie des examens? En tout cas, parce que ce n'est pas
Sinon, ça donne l'impression que c'est du pilotage à vue. J'imagine que vous avez fait une planification avant de lancer les épreuves. La planification prévoit que vous finissez avec tout ça quand? Ou à défaut, l'intervalle de date. Par exemple, on dit la période du 15 au 20. Je répète encore une fois, M. Kamara, que nous ne sommes pas fixés de date. Par le passé, on l'a fait. On a essayé. Ça a eu des conséquences. C'est pourquoi on ne se fixe pas de date. Mais ce qu'on sait, après les examens, le candidat qui a travaillé sérieusement peut même se noter, il sait s'il sera dit ou pas. Et nous sommes dans la période, on est au mois de juillet, on n'est pas au mois d'août. Habituellement, par le passé, vous le savez, vous étiez là, quand nous faisions les examens au mois de juin, les résultats ne paraissaient qu'au mois d'août. Donc vous voulez me dire qu'à date, les collections n'ont pas encore terminé et puis non, que vous ne pouvez pas donner des dates précises? J'ai dit, M. Ndoye, peut-être M. Ndoye ne m'a pas compris. Un examen, c'est un ensemble d'opérations. On a fait l'opération de passation des épreuves. On a fait l'opération de secrétariat. La correction est totalement finie. Il reste 2 dernières opérations. L'opération de centralisation et celle de saisie. Une fois que la saisie est finie, parce que les ordinateurs sont déjà installés du logiciel, dès qu'on y met des notes automatiquement, les moyennes sortent. Donc c'est pour vous dire que le travail est en train de se faire. Les camarades n'ont qu'à attendre parce qu'ils sont impatients. On peut s'attendre à la semaine prochaine, début de semaine prochaine, lundi, mardi ou mercredi? Je ne pourrai vous fixer aucune date encore, M. Ndoye, je suis désolé, mais dès que le travail sera fini, automatiquement vous verrez les statistiques officielles sur notre plateforme. Et en ce moment, le lendemain, les résultats apparaîtront. D'accord, une dernière question. Allez-y, Alpha. Monsieur Diawara, je voudrais, par rapport aux résultats qui sont sortis, il y a un taux très important de réussite par rapport au taux de l'année passée. Qu'est-ce qui explique ça? Alors, certains pensent que si ce n'est que l'effort des élèves sur la question, qu'est-ce qui justifie, sans aucun effort institutionnel, nous voyons le résultat bondir. Qu'est-ce qui le justifie? Qu'est-ce que vous pensez de la question? Bien, et mon frère, vous savez... Peut-être vous avez répondu vous-même. L'année dernière, il y a eu un taux très faible, donc un échec cuisant, dans lequel chaque acteur a pris son compte. Nous, département d'abord, donc le gouvernement, les parents et élèves, tous les acteurs. Et vous avez vu des mesures qui ont été prises par nous-mêmes d'abord. On a pris un certain nombre de mesures. Vous avez vu également la passion des enfants à travailler, parce que des cours de révision étaient partout dès au début de l'année, ce qui n'était pas donné par le passé. Je pense aujourd'hui, c'est l'ensemble de ces efforts consentis qui a payé. Sinon, au niveau du service des examens, nous n'avions pris que des moyennes exactes. Il n'y a pas eu de repêchage au niveau du CEE. D'accord. Mais nous avons constaté aucun effort institutionnel. 10 ou plus. Et au baccalauréat, quelqu'un qui n'a pas 10 ne passe pas. D'accord, quelqu'un qui n'a pas 10 ne passera pas. Il n'y a pas eu d'effort on est vraiment pris par le temps. Merci à vous, monsieur Diawara. On a beaucoup de questions. Vous savez, sur ces examens, on ne finira jamais de poser des questions parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Mais ce que je vais dire, c'est que c'est quand même dommage de savoir que, en réalité, on va continuer à dire aux usagers, attendez. Et dans beaucoup de secteurs, c'est comme ça. Il y a beaucoup de secteurs où vous engagez. Je donne juste un exemple. Vous partez pour changer les plaques de votre véhicule. On vous donne juste la plaque, la carte grise. On vous dit attendez 72 heures. Vous revenez 72 heures. On dit attendez. Donc vous ne pouvez que attendre. On ne vous donne même pas un délai pour dire voilà, c'est ça. Donc c'est juste à titre illustratif. Là aussi, on dit aux parents d'élèves, vos enfants ont fait les examens. Attendez, quand nous aurons fini, vous aurez les examens, les résultats. En principe, dans une structure organisée comme l'État, comme le ministère de l'enseignement technique, on devrait pouvoir établir l'enseignement préuniversitaire, un calendrier pour dire chaque année les examens commencent à partir de telle date et puis à partir de telle c'est fini et à partir de telle date ou de tel mois les élèves ont les résultats de leur examen. Ça peut prendre un mois, ça peut prendre 2 semaines, ça peut prendre 3 semaines, mais quand il dit non, c'est pour ne pas qu'on bâcle pour ne pas qu'on bâcle la correction. C'est ne pas savoir ce qu'il faut dire parce que justement on ne vous demande jamais de bâcler, on demande d'être efficace et de pouvoir le faire dans un temps
délimiter. Et même si les résultats ne sont pas prêts, communiquer aussi pour dire que c'est pas encore prêt. Voilà, exactement. Mais parce que là, ça veut dire que même si les résultats venaient au mois d'octobre ou de décembre, en principe, on ne devrait pas s'attendre. Il faut attendre. C'est pas... Moi, ce côté m'écoeure beaucoup quand je vois cela dans les administrations où l'usager, il est obligé d'attendre, c'est-à-dire que de suivre. S'il n'est pas patient, c'est son problème, mais on ne se sent pas lié par une obligation de rendre le travail à un délai imparti. C'est cela, se laisser aller. Là, chacun est libre d'aller jusqu'au moment où il le voudra. Il vous donne le document que vous avez demandé ou alors le résultat qu'il faut vous donner. De l'autre côté, on aurait voulu quand même savoir quel est le taux de réussite de ceux qui ont redoublé l'année passée et qui ont obtenu c'était votre question. Cette année. Ensuite aussi la question des orientations, mais ça je pense que ça se rapporte beaucoup plus au ministère de l'enseignement supérieur qu'au ministère de l'enseignement préuniversitaire. Mais on n'en parle pas. Il y a aussi qu'aujourd'hui les résultats de l'enseignement technique ont été rendus publics avec un taux de réussite qui est quand même élogieux. Et je pense que voilà un autre sous-secteur de l'éducation dont on ne parle pas souvent, mais qui quand même est en train de faire, j'imagine, je pense, un petit bonhomme de chemin avec le concours bien sûr de tous les acteurs, du privé et du public et tout ça. Mais en réalité, le système éducatif est globalement pris. L'enseignement technique, hier on était avec des responsables de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, l'éducation, l'enseignement préuniversitaire et tout ça. Je pense que c'est un système aujourd'hui. Si on ne fait pas attention, on va sortir de la transition sans réellement changer fondamentalement les choses parce que on se limite à rendre les choses, les départements d'examen, alors qu'en réalité, ces examens-là ne sanctionnent pas que les élèves. En réalité, les résultats des examens ne sanctionnent pas que le travail fait par les élèves. Le résultat des examens, c'est aussi le résultat du système éducatif au cours de l'année. Moi, j'irais même jusqu'à proposer, peut-être je ne suis pas spécialiste de l'éducation, peut-être que je le dis tout bêtement comme ça, jusqu'à demander par exemple même que le ministère ne soit pas celui qui organise les examens. Sinon, ce serait d'être arbitre et juge et partie, qu'il y a une structure autonome de l'État qui gère les examens. Je pense que cela avait été proposé à un moment de faire, je ne sais pas si c'est une agence nationale ou quelque chose comme ça, mais qu'il y a une structure distincte du ministère de l'administration, du ministère de l'éducation préuniversitaire, des directeurs préfectoraux de l'éducation et tout ça, qui puisse vraiment organiser ces examens et que les résultats ne soient pas des résultats politisés, que ce soit véritablement le résultat, c'est-à-dire que cette fois-ci qu'il n'y ait pas un pourcentage élevé parce que le gouvernement a voulu qu'il y ait un pourcentage élevé et que l'année d'après un pourcentage est bas parce que le gouvernement veut montrer qu'il travaille très bien, mais qu'il y a une structure dont les résultats vont vraiment faire être acceptés par les compétiteurs, les candidats, parce que sachant que ceux qui ont organisé ne sont pas des structures politiques ou politisées et qui essayent de marquer, de dire que non, le régime passé, ça ne se faisait comme ça et nous, à notre temps, ça se fait autrement. Mais de façon globale, comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même des petites améliorations. J'ai parlé tout à l'heure de l'enseignement technique, aussi de l'enseignement supérieur, et puis même au niveau du MENA, même au niveau de Guillaume Hawing, je pense qu'il y a quand même quelques réformes. C'est MEPIA, ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Il faut vraiment que ça vole un peu plus haut. Et surtout, c'est une partie dont on parle moins, l'alphabétisation. Oui, l'alphabétisation. C'est l'enseignement préuniversitaire. Oui. Mais presque on n'en parle pas. Non, l'alphabétisation, presque on n'en parle pas. Mais vous parlez de l'alphabétisation. L'alphabétisation, c'est de reprendre, donner une seconde chance à ceux-là qui n'ont pas été scolarisés. Mais allez voir, même la scolarisation, allez chez nous en Haute-Guinée, où il y a des villages où il n'y a pas d'école. C'est-à-dire que l'infrastructure est là, mais et le maître d'école et les élèves, ils sont tous dans les mines. C'est-à-dire que le taux et ça ne met personne. On est là à parler d'examen, et même le petit examen qu'on organise là, on est incapable de se limiter dans le temps pour dire à tel jour on aura les examens, les résultats. Allez dans des zones de la Haute-Guinée, il y a certains villages aujourd'hui où il n'y a pas d'école carrément. L'infrastructure est là, mais c'est le maître d'abord qui va, ensuite les élèves le suivent, après ils se rencontrent là-bas, ils se rencontrent dans les mines là-bas. Effectivement. Dans les mines, oui. Alpha Omar Diallo sur la
la question. La sortie d'Ansa Diawara. Je vais donner un peu le représentant, en fait, le porte-parole du ministère, parce que c'est vrai qu'il y a des questions auxquelles il ne peut pas répondre. Peut-être il va se prononcer. Mais je voudrais juste avoir une position sur la position du ministère sur la question, de savoir la différence positive qui s'est obtenue l'année-là. Comment a-t-elle été obtenue? Ça, c'est très pertinent. Est-ce qu'il y a un effort institutionnel? Est-ce que ceux qui étudiaient sous les bababs n'ont pas continué à étudier sous les bababs? Mais le résultat a été bon. C'est que ceux qui ont traversé, et puis vous savez, il y a eu des décès, je pense 6 élèves à Kouroussa, ils sont décédés en traversant. Moi, je pense sur le côté institutionnel, il n'y a aucune amélioration. Donc, on peut se poser la question, qu'est-ce qui explique le résultat? Est-ce que c'est une réponse politique qu'on va apporter ou une réponse institutionnelle? Par contre, je suis convaincu que les élèves qui ont subi ces examens ont fait beaucoup d'efforts tout en sachant que au moment même de commencer cet examen, ils étaient obligés à faire cet effort pour avoir cet examen. Si ce n'est, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Le gouvernement n'a rien investi dans construire aucune école. Je pense que ça a été une réalité que tout le monde connaît. Et je pense que le gouvernement doit se justifier parce qu'il ne faudrait pas apporter des réponses politiques. Là, on devait avoir des réponses institutionnelles. Ça, c'est le premier volet de mon analyse. Le deuxième volet, c'est de savoir quel est l'importance de l'examen de la 6e année. Je pense qu'il faut enlever ça dans... Il faut supprimer. Parce que si vous regardez l'argent, il semble, moi je ne sais pas, que 45% presque du budget, c'est pour la 6e année. Si nous gérons très bien les 45% de ce budget de la 6e année, en les donnant des bons cours, ils peuvent faire des examens, comme en fait des compositions normales, et en investissant sur les enseignements, sur la qualité de l'enseignement. Et les infrastructures. Sur les infrastructures. Mais l'autre aspect aussi qui est très pertinent, c'est que dans beaucoup de pays, c'est la commune qui gère les primaires. Normalement, ce n'était pas au gouvernement de gérer tout cet argent. Normalement, c'est au maire, à la commune de gérer l'argent de l'école primaire. Les chefs de quartier, les trucs, parce qu'eux, ils connaissent les réalités. Mais si, pour construire une école, quand il vous manque des tôles, il faut remonter à Conakry, c'est extrêmement compliqué. Donc, il faudrait au moins détacher les lignes budgétaires pour dire, attention, l'école primaire, c'est les communes. Peut-être le collège, c'est les régions. Et peut-être le bac pour au niveau national. Au niveau national. Donc c'est extrêmement... Il faudrait quand même penser à ne pas donner de l'argent aux gens gratuitement. Les gens sont très contents. Et quand lui, il se pose le problème de dire, bon, écoutez, il y a un problème de scolarisation. Ceux qui sont même scolarisés, est-ce qu'ils sont là? C'est généralement pas le problème des gouvernants. Ils n'ont souvent pas leurs enfants dans les écoles guinéennes. Même ceux dont les enfants étudient, dans la plupart, ils étudient dans les écoles françaises, soumis à un système français. Et c'est extrêmement compliqué puisqu'il fallait au moins moraliser le statut de nos dirigeants en leur disant, attention, quand vous êtes dirigeant, ramenez vos enfants dans les écoles guinéennes, même si c'est dans une école privée. Soignez-vous en Guinée, même si c'est ça. C'est un peu important. Non, ça, on peut pas obliger ça. On peut les obliger. Non, ça devient mais comment est-ce que ça devient le communisme, par contre. Donc, vous savez, le problème, c'est quoi? Comment vous allez mettre de l'importance? Quand vous construisez une école, vous ne mettez pas vos enfants dans votre école. Personne ne va envoyer son enfant là-bas. Alors, la décision, elle est simple. Quand vous regardez les ministres, les dirigeants, les plus grands dirigeants actuellement, ils n'étudient pas dans les écoles. Donc, ça ne les intéresse pas de prendre des mesures. D'accord, on va donner la parole à Baïla et puis on va aller au troisième et dernier sujet. Oui, Baïla Amadou, avant de recevoir notre invité. Oui, d'abord déjà, merci au porte-parole du MENA pour la clarification déjà concernant ces résultats qui se retrouvent sur la toile, parce que je pense que c'est quand même important et c'est surtout dans cette période justement où déjà les élèves et les parents sont dans l'angoisse, donc de voir ce genre de rumeurs et ce genre de documents circuler, c'est vraiment quelque chose de regrettable, quelque chose aussi d'ailleurs qui pose la question des infractions commises au fait en ligne sur les réseaux sociaux, la diffusion de fausses informations. Ce sont des infractions graves, mais là aussi l'État doit vraiment mettre les bouchées doubles afin vraiment de pouvoir réguler
bien ce genre de choses et surtout sanctionner les auteurs, essayer de retrouver même de manière symbolique lorsque quelqu'un sera sanctionné pour des fausses informations comme ça. Je suis sûr que ça pourra avoir aussi l'effet de dissuader aussi d'éventuels futurs délinquants digitales, si je peux. Délinquants digitales. Qu'est-ce que vous faites parler? Qu'est-ce que vous faites parler de délinquants digitales? Non, c'est toutes les infractions, tous ceux qui commettent des infractions en ligne, quoi, les cybercriminels en quelque sorte. Maintenant, pour revenir effectivement sur la question des résultats, je suis tout à fait d'accord avec Mbonnet. De toute façon, la lenteur administrative, c'est une réalité. Malheureusement, dans notre pays, que ce n'est pas en effet spécifique au milieu de l'éducation, et c'est vraiment regrettable vu après tant d'années, tant de décennies d'existence pour notre État. Maintenant, je pense que effectivement, même si dans l'idéal, dans le meilleur des mondes, on devrait planifier et donner à l'avance les résultats, mais par contre, étant donné justement les capacités de notre administration, je pense aussi que ce n'est pas mauvais, ce n'est pas inintelligent aussi de ne pas se fixer de date et ensuite par exemple de bâcler par exemple les corrections ou de bâcler le processus quelque part. Donc maintenant ça m'a fait un peu sourire quand j'ai entendu Bonnet dire qu'on risque de sortir de la transition sans que les questions liées à l'éducation soient réglées, sans que les corrections soient apportées, alors que dans le sujet précédent justement il disait que le gouvernement de transition doit se consacrer au retour à l'ordre constitutionnel exclusivement, qui doit et aux affaires courantes, qui doit laisser, mais l'éducation aussi justement, c'est la même chose que dans d'autres secteurs. On ne peut pas faire une transition. C'est pas ce qu'il a dit que vous avez dénaturé on ne peut pas faire en tout cas une transition et se consacrer aussi exclusivement à comme on dit expédier les affaires courantes et au retour à l'ordre constitutionnel. Dans l'expédition aussi des affaires courantes, c'est large. L'expédition des affaires courantes aussi signifie que dans certains secteurs clés, il faut aussi pouvoir faire des réformes décisives, des réformes structurelles qui vont bénéficier aux futurs dirigeants du pays. Si moi je parlais rapidement. Je dis, on parle de refondation. En réalité, une transition n'a pas pour vocation de refonder. Et je dis aussi que mais dans l'éducation, vous attendez des réformes. Permettez. Je dis que ce qui est primordial, ce qui est prépondérant dans les actions, ce qui devrait être prépondérant en regardant le tableau des actions du gouvernement, c'était de pouvoir voir d'abord des actions qui vont vers l'organisation des élections, la préparation de ces élections et tout ça. C'est ça qui est primordial. Maintenant, parlant de l'éducation, j'ai parlé de l'État et c'est pourquoi j'ai demandé, je dis, c'est combien d'années qu'on organise. Maintenant, bien sûr que j'ai dit qu'on risque de sortir de la transition sans que les choses nous changent fondamentalement au niveau de l'éducation. C'est eux qui nous parlent de refondation. À chaque fois qu'ils posent un acte, ils essaient de comparer ça avec le régime précédent. Maintenant, je dis qu'on en sortira avec pratiquement le statu quo, parce que le résultat qui est sorti là, c'est à ce résultat qu'on était au temps du président Alpha Condé. Mais vous attendez à ce qu'on ne reste pas au statu quo, on est d'accord? Quoi? Vous attendez, c'est qu'on ne reste pas au statu quo. Non, sur l'éducation. Bon, alors on va évoluer. On va sortir de la transition. Au sortir de la transition. On va évoluer. Statu quo dans l'éducation ou pas? On va évoluer. Allez-y.